Dans cette vidéo, on va voir le lemme de Grunwald. Enfin, c'est important de savoir prouver ce genre de truc, de savoir comment ce genre de choses existent. En général, ce genre d'exercice qui a une saveur un peu Grunwald, tu en retrouves partout. Et les deux idées que je vais te présenter dans cette vidéo, je vais te donner deux preuves de ce lemme. Bah, en général, tu peux toujours les adapter ou alors ça peut toujours te donner des bonnes idées pour attaquer l'exercice. Donc le lemme de Grunwald, je prends une fonction continue de R+ dans R+, et je suppose qu'il existe une constante telle que la fonction est majorée par l'intégrale de 0 à x f. Je suppose qu'en tout point, j'ai f de x plus petit que c intégrale de 0 à x f, et il faut montrer que la fonction est nulle. L'intuition est la suivante, bah, tu peux vérifier que f de 0 égale 0, et l'idée c'est que l'intégrale de 0 à x f, ma constante c, vous pouvez penser comme quelque chose de très grand. Par contre, l'intégrale de 0 à x f, comme f est très petite, en 0, ça va être quelque chose d'encore plus petit que f, parce qu'on intègre de 0 à x, donc c'est encore plus petit. L'exemple à prendre, l'exemple c'est si je prends l'identité, la fonction f c'est l'identité, bah, la fonction c intégrale de 0 à x f, ça va être cx carré sur 2. Donc ça va être un truc, si c est très grand, on visualise un peu comme ça. Et donc on voit l'enjeu de l'exercice, comme la fonction c est arbitrairement grande, nous on veut montrer qu'on a un problème, que ce diagramme-là a un problème. On a visiblement un problème en 0. C'est impossible de majorer la fonction identité, de majorer la fonction x, par un multiple de x carré sur 2. Mais le problème est vraiment placé en 0, dans le sens où avec ma fonction c, enfin avec ma constante c, je peux la rendre assez grande pour que, à partir d'un certain rang, ce soit possible. Donc il faut vraiment exploiter le comportement infinitésimal de ma fonction. Donc je te laisse chercher cet exercice. Une première indication, il y a deux manières de résoudre, enfin deux manières que je vais présenter pour résoudre ce problème. La première manière, c'est d'itérer. Essaye d'itérer cette inégalité. Et la deuxième, c'est essaye de t'intéresser au cas où on n'a pas une inégalité ici, mais on a une égalité. Essaye de voir ce que tu peux dire de ce cas-là et de t'en inspirer pour résoudre ce lemme. Donc je vais... Mais pour si tu veux chercher, maintenant je vais résoudre la première méthode. Donc par itération, donc l'intuition sur pourquoi ça marche d'itérer, c'est parce que si on regarde le cas dont j'avais parlé avec x, quand j'applique l'opérateur d'intégrale, ça devient x carré. Ça devient un truc de l'ordre de x carré. Et quand j'applique l'opérateur à x carré, ça devient x3. Et on a un peu un phénomène où quand on itère ça plein de fois, on majore notre fonction par x puissance n. C'est-à-dire que si ma fonction pouvait s'écrire comme ça, si elle était développable en série entière au voisinage de 0, disons, nous on veut montrer que an égale 0 à chaque fois, bah on a déjà a0 égale 0. Juste par définition, on veut montrer a1 égale 0, bah si, enfin, le fait que A1 soit égal à 0, c'est le fait que ici c'est majoré, f c'est majoré, et donc en particulier f de x c'est plus petit que c fois norme infinie, cx fois norme infinie de f. Et il y a l'espoir qu'en itérant ça, donc j'ai une sorte de borne en x, il y a l'espoir qu'en itérant ça, j'obtienne des bornes en x puissance n, parce que c'est ce qui se passe quand j'itère l'opérateur intégral à x, je trouve x puissance 2, puis x puissance 3, puis x puissance n. Enfin, tout sera plus clair quand je vais présenter la chose. Mais l'idée, c'est que comme l'opérateur intégral envoie la puissance ième de x à la puissance i plus unième de x, on a un peu l'espoir de pouvoir contrôler tous les coefficients du développement de f en itérant l'inégalité. Donc c'est ça une idée. Mais donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, quand je donne cet exercice aux premières années, c'est un exercice que je donnais aux premières années prépa, et le réflexe qu'ils ont, c'est de dériver. Parce que nous, on n'aime pas les intégrales, on aime bien les fonctions, et quand on dérive, on aurait un rapport entre f' et f, sauf que ça ne marche jamais, tu ne peux pas dériver des inégalités. Par contre, tu peux intégrer des inégalités. Ça te donne que l'intégrale de 0 à xf est plus petite que c fois l'intégrale de f. Et on peut continuer à faire ça autant de fois qu'on le veut. Donc l'idée, c'est que on va juste s'intéresser au segment 0,1. Une fois qu'on aura montré que la fonction est nulle sur le segment 0,1, on pourra continuer après le segment 0,1. Donc sur le segment 0,1,
je pose M, qui est la norme infinie de f, bah, ce que j'ai, c'est que f de x est plus petit que cx fois norme infinie de f, fois m du coup. Là, je m'intéresse juste à ce qui se passe sur le segment 0,1. Je ne le précise pas, mais ce que je veux dire, c'est que pour tout x dans le segment 0,1, j'ai ça, juste parce que ma fonction f est majorée par grand M, et que là, il y a x points, et ça, je le réinjecte. Du coup, j'ai f de x plus petit que intégrale de 0 à x f, mais j'utilise cette inégalité-là, et donc j'ai que c'est plus petit que c x carré sur 2 m. Et tu vois ce qui se passe? Ici, en haut, il commence à y avoir des puissances de Cx qui apparaissent. Et en bas, il va y avoir des factoriels. Le 2, c'est le premier factoriel, c'est 2 factoriels. Et quand on va continuer, par récurrence, je te laisse... Enfin, c'est vraiment juste une récurrence. On a f de x plus petit que Cn, xn, sur n factoriel m. Et là, c'est fini. Parce que ça tend vers 0 en n infini. Ok, donc j'itère ça. À chaque fois, enfin, l'hypothèse de récurrence, c'est pour tout x dans le segment 0,1, j'ai cette inégalité. Et à partir de cette inégalité-là, j'itère l'intégrale. Et comme je l'ai dit, l'intégrale, ça fait passer les puissances n de x aux puissances n plus 1e. Et il y a un facteur 1 sur n qui tombe. Et donc à la fin, on a des factoriels. Et les factoriels, ça tend vers l'infini plus vite que n'importe quelle puissance de réel, en particulier cx. Et donc ça tend vers 0 en n infini. Donc f de x égale 0. Ok. Donc la deuxième preuve, si tu veux chercher la deuxième preuve, ce qui va se passer, c'est qu'on va poser, on pose u de x pour tout x dans R+, est égal à l'intégrale de 0 à x de f. Et essaye de voir ce que tu peux faire à partir de la fonction u. L'hypothèse se traduit en... Et si je réécris l'énoncé, l'énoncé c'est exactement dire que la dérivée de u est plus petite que c fois u de x. Ça c'est juste une réécriture de l'énoncé, et vois si tu peux essayer de conclure des choses à partir de ça. Donc là on va faire ce qu'on va faire, c'est une méthode qui est hyper utile dans la résolution d'équations différentielles. Enfin, dès qu'il y a un peu des choses différentielles qui apparaissent, c'est hyper important d'avoir ce réflexe-là de bon, bah, j'ai une certaine inégalité qui implique des fonctions différentielles. Bah, nous, on ne sait pas faire les inégalités. Bah, donc, ce qu'on fait, on pose u' moins cu égale g. Par définition, je dis que g, c'est cette fonction-là. G, c'est u' moins cu. Et maintenant, on résout l'équation différentielle en fonction de g. Et ensuite, on va utiliser l'inégalité-là qu'on a là, qui nous dit en fait que g est négative, pour exprimer des choses à partir de u. Donc je commence, dès que tu as des inégalités sur des équations différentielles, enfin, dès que tu as des termes qui impliquent des dérivées multiples d'une fonction, et que tu as envie d'utiliser l'inégalité que tu as, bah, ce que tu fais, c'est que tu écris le terme g, au lieu d'avoir un terme qui est plus grand que 0, un terme plus petit négatif, tu dis, bon, bah, ce terme, au lieu d'avoir une indéterminée, je le fixe, c'est une fonction continue. Ici, ça va même être une fonction, non, ça sera une fonction juste continue. Tu résous l'équation différentielle à partir de g, et ensuite, tu vois ce que tu peux dire à partir du fait que ici, on va utiliser le fait que g est négative. Donc je rappelle, on résout, et maintenant, il faut se rappeler de ce que c'est que la formule quand on a une équation du type. Comment est-ce qu'on arrive à exprimer u en fonction de g? Quand tu veux chercher des formules de ce type-là, le but, c'est pas de se jeter au hasard, ou alors, encore pire, d'essayer de retrouver la formule. Enfin, retrouver la formule, tu peux le faire, mais ça sera un petit peu long. Si tu veux te rappeler la formule de comment on retrouve u à partir de cette équation, je le sais parce que j'ai dû le refaire récemment, j'avais oublié la formule. Bah, qu'est-ce qui se passe? Si on avait que c était égal à 0, donc on essaie de trouver la formule de cette... Enfin, trouver ce que c'est que les solutions
de l'équation U' moins CU égale G. Si on avait C égale 0, on aurait U de X, ça serait U' égale G, donc ça serait grand C plus intégrale de 0 à X, enfin ça serait C' plus intégrale de 0 à X. Ça sera juste une primitive, donc les solutions s'obtiennent ainsi. Si maintenant on avait que G est égal à 0, on aurait que U' est égal à CU, donc on aurait U de X est égal à exponentielle de Cx fois C' ici. Ok? Et donc on voit que la formule générale, ça doit être une interpolation des deux. Et à partir de là, c'est pas difficile d'intuiter la formule. U de x est égal à ECx fois intégrale de 0 à x, E moins CX, E moins CT, pardon, G de T dt. Une fois qu'on a vu comment ça se passait dans ces deux cas-là, on essaie d'interpoler les deux et cette formule-là tombe assez naturellement. Donc la solution, c'est U de x est égal à E de CX fois intégrale de E de moins de CT, G de T dt. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est négatif. U de x est négatif parce que G c'est négatif. Que ça, tout est positif à part G, donc c'est forcément que U est négative. Mais sauf que U, par définition, c'est l'intégrale de 0 à x de f. Donc on a U, c'est positif, parce que f est une fonction positive. Et donc on a U égale 0, et donc on a f égale 0. Ok? Je termine par prononcer un peu, par parler un peu du lien entre ces deux preuves. Ces deux preuves, elles sont extrêmement proches, on ne dirait pas, mais l'idée d'itérer dans des intégrales, c'est ça qui est à la base des équations différentielles. C'est-à-dire qu'on aurait pu se dire à la fin, bon bah notre truc il est beaucoup plus high-tech, parce qu'on a résolu un truc, et puis on a trouvé une solution explicite, et puis on a utilisé le fait que G était négative. Enfin, c'est la deuxième solution est en quelque sorte plus élégante, mais au final, c'est la même chose, parce que quand on fait le travail de résoudre des équations aux dérivées partielles, en fait, résoudre une UDP, ça revient à itérer plein de fois une intégrale. La preuve la plus générale du théorème de Cauchy-Lipschitz, le théorème de Cauchy-Lipschitz qui dit que ce genre d'équation différentielle a toujours une unique solution, la preuve de ce théorème-là, c'est d'intégrer à l'infini. Je vais un petit peu parler de ça, parce que c'est vraiment ça qui fait le lien entre les deux méthodes de preuve pour ce lemme. Donc voilà, maintenant j'énonce le théorème de Cauchy-Lipschitz. Le théorème de Cauchy-Lipschitz, je prends f, une fonction, je prends i un intervalle de r, je prends oméga un ouvert de Rn, et on cherche des solutions à l'équation différentielle du type U de t0 égale x0, et quel que soit t, U' de t est égal à ft de U de t. Donc je prends f, une fonction à deux variables, tu peux le voir comme un tas de fonctions qui changent en fonction de t, et je suppose qu'elle est localement lipschitzienne, enfin c'est ça qui va faire marcher la preuve. Et je cherche des solutions à l'équation différentielle U' de t égale ft de U de t. Et l'idée, c'est que la preuve de ce théorème, qui montre qu'il existe une unique solution, c'est vraiment l'existence qui est forte, c'est de réécrire ça en fonction d'une intégrale. Donc exactement comme on l'a fait avec le lemme de Grotval, fallait montrer cette inégalité, et on avait posé U de x est égal à l'intégrale de f, et ensuite on avait fait des choses, on avait réécrit ce genre un peu de truc différentiel à l'aide d'intégrales. Et ben la clé, c'est de dire que trouver une solution à ce système-là, c'est exactement trouver une solution à U de t0 égale x0, et quel que soit t, intégrale de t0 à t de ft, enfin de fs de U de s, ds, est égal à U de t. C'est exactement trouver une solution à ça. Si j'ai une solution à ça, j'intègre, et je trouve ça. Et si j'ai une solution à ça, je dérive, et je trouve ça. Okay, donc c'est les mêmes de part et d'autre. Et le point, c'est qu'une fois qu'on l'a réécrit comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on pose l'opérateur qui a t, enfin qui a une fonction u associe ça. Donc on pose l'opérateur t. Trouver une solution à l'équatif, ça vient exactement à trouver ça, une solution à ça. Et l'avantage de cette écriture, c'est qu'on n'a plus fait intervenir de dérivée. Enfin, ça revient à trouver un point fixe u à l'opérateur qui prend une fonction u et qui lui associe la nouvelle fonction qui est définie comme ça. Donc ça, cette formule-là, je peux la définir pour n'importe quelle fonction v. Je peux regarder l'opérateur qui a v associe la fonction qui a t associe
intégrale de t0 à t de fs de v de s ds plus x0. Et nous, on veut t de u égale u. On est ramené à trouver les points fixes d'un opérateur. Et dès que tu veux chercher les points fixes d'une fonction quelconque, la seule chose à faire, c'est d'itérer. On prend une fonction quelconque, on prend la fonction constante qui est égale à x0, on itère t. Il se trouve que les solutions convergent vers une fonction. On prend cette fonction limite, et ça devient un point fixe de t. Ok, donc, les équations différentielles, on sait que les solutions existent, et l'existence de solutions et la forme des solutions est intimement liée au fait d'itérer des intégrales multiples. C'est un peu ce qui s'est joué dans les deux preuves du lemme de Grunwald. Donc là, c'est un peu abstrait, mais ça va être très concret sur un exemple simple. Si on veut résoudre l'exponentielle, on veut résoudre u' égale u. On va voir ce que l'algorithme va donner, et tu vas voir que ça va être très éclairant. Donc on veut résoudre u' égale u. Moi, je veux suivre l'algorithme de la preuve qui est, je commence avec n'importe quelle fonction, et j'itère mon opérateur t. Donc je commence avec n'importe quelle fonction qui vaut 1 en 0, donc je regarde la fonction constante. Je commence avec la fonction constante qui vaut 1. Et ce que mon algorithme me dit, c'est que j'itère l'opérateur t. Donc je commence avec 1. L'opérateur t, il prend une fonction et il lui associe 1, parce qu'il lui associe x0. x0 ici c'est 1, on veut que en t0 ça va être x0 qui est 1, plus intégrale de t0 à t, mais ici t0 c'est 0. Et si on regarde ce que l'algorithme donne, ça commence avec 1, puis ça lui associe 1 plus intégrale de 0 à t de 1, donc 1 plus t. Ensuite, ça fait 1 plus l'intégrale de ça. L'intégrale de 0 à t de 1 plus t0. C'est t plus t carré sur 2. Et tu vois que le dl de l'exponentielle commence à se créer. Donc en itérant l'opérateur d'intégrale, on voit qu'il y a une convergence qui tend très vite, parce que c'est l'exponentielle, donc ça tend exponentiellement vite. Enfin, les sommes partielles convergent exponentiellement vite vers le point final, en itérant l'opérateur d'intégrale. Donc voilà, la morale de cette vidéo, c'est quand tu es avec des énoncés où il faut réussir à quantifier une intuition que tu as sur la fonction, il y a ces deux méthodes qui sont un petit peu différentes. Donc tu peux itérer des intégrales. Je trouve qu'on comprend mieux ce qui se passe, mais c'est pas forcément le plus précis. Et sinon, tu fais l'autre version qui est toujours fructueuse. Quand tu as des inégalités avec des dérivés qui interviennent, systématiquement, tu cherches à exprimer, si tu as, je sais pas, 4 f' plus 3f égale plus petit que 4, systématiquement, tu poses ça moins 4 est égal à g et tu résous en fonction de g. C'est comme ça que tu as des solutions précises.